Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, une FAQ cette semaine après à peu près un quart de la saison. On a décidé de récolter vos questions, elles étaient nombreuses, donc cet épisode sera en deux parties pour m'accompagner pendant ces deux parties. Alors c'est assez ironique, hein. Les deux supporters de l'OM après le week-end assez agité du côté de la Canebière qui doivent se réunir pour discuter NBA. J'ai donc avec moi Madiane. Comment ça va, Madiane? Bah ça va, je préfère parler NBA que football actuellement. On est deux. On est d'accord là-dessus. Donc on va donc discuter cette FAQ. On l'a dit, il y a eu beaucoup de questions. Franchement, ça part vraiment dans tous les sens. On va parler quoi? On va parler du Jazz, des signatures de l'intersaison, de reconstruction, etc. Donc ça bref, accrochez-vous. Hein. Ça va être stimulant. Il y aura beaucoup de sujets à discuter. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur YouTube. À nous suivre de plus en plus sur YouTube, vous retrouvez le podcast en vidéo, vous pouvez commenter, ça nous aide au niveau du référencement et puis surtout on vous répond sur Twitter bien évidemment. Et je remarque aussi que vous avez été nombreux à nous donner des commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, donc on vous remercie et on invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire. Objectif 200, ça serait bien d'arriver à 200 d'ici un de ces jours. Puis nous, je vais pas faire plus longtemps. On va marquer cette pause et on va démarrer direct avec l'équipe qui a le meilleur bilan NBA à l'heure actuelle, c'est le Jazz d'Utah. Qui l'eût cru, Madiane? J'ai dû regarder les archives Dunk Hebdo, je crois que c'est honnêtement une des franchises dont on parle le moins, le Jazz d'Utah. Pourtant, ils sont là, ils trônent en tête de la NBA. On a donc eu deux questions sur le Jazz d'Utah. Le Jazz, c'est du sérieux ou pas? Nous a demandé Dr Biggie. Et Utah, depuis les re-signatures, c'est du sérieux. Julien Deck. Alors déjà, on voit déjà, c'est assez marrant, deux personnes qui nous, voilà, l'idée de sérieux. Alors on va pas faire les universitaires, on va pas se demander c'est quoi être sérieux. Plutôt, t'en penses quoi de cette équipe du Jazz, Madiane, qui est, à l'heure où on enregistre, sur une série de 11 victoires de suite? Alors, ils sont très intéressants, très intéressants, et moi c'est une équipe que je regarde à l'occasion, et il y a plusieurs facteurs en fait qui font que déjà, il y a eu l'an dernier ils ont en fait déçu, et j'ai l'impression qu'ils sont au niveau auquel on les attendait en début de saison dernière. La saison dernière, il y a l'arrivée de Mike Conley, il y a Bojan Bogdanovic qui arrive, on se dit oh là là, la hype, etc., ça va être incroyable. Et ils arrivent, ils nous déçoivent d'entrée. Mike Conley est pas dedans, l'équipe tourne mal, le banc est désastreux. Je pense, le mot qu'on pouvait appliquer pour le banc du Jazz. Et en fait, cette année, ils se sont stabilisés, clairement. Ils sont meilleurs en attaque, ils sont meilleurs en défense. Et du coup, forcément, ben, par rapport à l'an dernier, quand tu es meilleur en attaque, meilleur en défense, forcément, déjà que tu étais une bonne équipe à l'Ouest, là, tu deviens une excellente équipe à l'Ouest, du moins en saison régulière. Je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on a peut-être, je pense, surestimé la capacité d'un Mike Conley à s'adapter à une nouvelle franchise. Enfin, on pensait vraiment que ça allait être le joueur qu'on allait intégrer au Jazz d'Utah, tout allait bien se passer. On voit bien qu'une saison après, bah, pour eux, ça a pris un peu de temps, mais maintenant c'est beaucoup plus efficace. Puis je trouve que cette équipe, elle est fascinante parce que, euh, vu sa construction autour d'un pivot dominant, on la voit souvent, cette équipe du Jazz, comme une équipe old school, alors qu'en fait, c'est l'équipe la plus moderne potentiellement qu'on a en NBA. C'est-à-dire que c'est une équipe qui prend 45% de ses shoots à 3 points. 45%. Historiquement, c'est du jamais vu. Enfin, par rapport, ce qui se rapproche le plus, on avait eu les Rockets d'Anthony Harden qui étaient un peu plus haut, mais bref, on est sur des sphères totalement improbables. Et je pense qu'en déjà il y a ça, tout le monde shoot à des niveaux pas possibles, que ça soit les Mike Conley, etc. Mhm. Autour, tout le monde met dedans. Et puis aussi, je pense qu'ils gagnent en stabilité. Quand tu fais une revue d'effectifs à l'Ouest, tu mets de côté les Clippers, Lakers, euh, les Nuggets clairement ont du mal à se remettre de la perte de Jeremy Grant et surtout sont pas bons en dehors de Nikola Jokic. Houston a implosé, OKC reconstruit, on a qui d'autre derrière? Portland a perdu McCollum. Enfin bref, il y a une instabilité Oui. palpable dans toutes les autres équipes et eux sont sur la même dynamique. Donc leur jeu est plus analytique que jamais. Transition, 3 points. Leur défense est toujours aussi dominante. Donc honnêtement, oui, c'est du sérieux. Après, est-ce qu'on tu leur prêtes des ambitions nouvelles? C'est peut-être ça la question. Alors, ambition nouvelle. En fait, ils ont gommé des défauts, mais des défauts de plancher, j'ai l'impression. Alors, c'est sûr, déjà, Mike Conley, il est passé de 49 à 5%, 56% au tir réel.
c'est incroyable et c'est le joueur actuellement avec le meilleur box plus minus de l'effectif. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils avaient des gros soucis de profondeur qu'ils ont gommés. Et maintenant, ils ont un banc enfin sérieux avec Ingles, Clarkson, Favors Nyang. Clarkson que j'avais mis en posture principale du sixième homme de l'AD et qui est dans la course, clairement. Donc voilà, ils ont gommé en fait des trous d'air, mais pas des trous d'air qui abaissaient leur plafond, mais des trous d'air qui abaissaient leur plancher. C'est-à-dire que quand Donovan Mitchell est en feu, bah, c'est le même plafond pour l'équipe. Mais pour aller plus loin, qui est ton meilleur joueur? Ben, finalement, en playoff, tu vas devoir compter de nouveau Est-ce sur que je parle à Donovan Shaquille Mitchell. O'Neal là? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais sincèrement, et c'est excellent en saison régulière. Et moi, j'ai pas de soucis. Et s'ils sont dans la même lignée, pas de blessures, peu épargnés, ils peuvent rester tout en haut très longtemps. Mais ils me font pas mal penser à Denver, où hormis si bah, Donovan Mitchell nous sort une campagne hallucinante, mais stratosphérique, je vois pas où est leur plafond plus haut que une demi-finale de conférence. Et là, franchement, vu le niveau des Lakers qui ont l'air quand même qui sont bien armés en fait. Hors malentendu, ils passent ni l'un ni l'autre. Donc, hormis trou de souris pour passer au travers des mailles du filet, les finales de conf, pour moi, ça me paraît compliqué. Mais est-ce que c'est pas selon toi la troisième équipe de l'Ouest? Ce qui, honnêtement, au début de saison, leur était pas promis, hein, d'être Ah, troisième équipe de l'Ouest. bah, c'est exactement ça. J'ai cité Clippers, Lakers, mais à date, je vois pas d'autres équipes qui arrivent et qui me disent je bats le Jazz facilement en 7 matchs. Hmm. Je suis, je Parce suis- que parce qu'ils sont solides, que c'est très compliqué de les bouger, qu'ils ont une rotation à 9 qui va tourner et en fait, à tout moment, en plus, n'importe qui, j'ai vu un match où c'est Royce O'Neal qui a mis des points. Hmm. Hmm. Royce O'Neal. Donc en fait, le danger peut venir de partout. Ils ont une variabilité dans un Donovan Mitchell qui peut faire très mal en playoff. En fait, c'est très dur à battre. Et tu sais que quoi qu'il arrive, tu arrives à Utah ou Utah vient chez toi. Tu sais que pour gagner, va falloir montrer un minimum pour réussir à gagner, qui est un peu élevé, surtout dans un début de saison un peu particulier où beaucoup d'équipes sont encore en rodage. Je suis assez d'accord. Pour moi, c'est la troisième équipe. En fait, c'est l'équipe qui me donne le plus de certitude. Alors, il y a toujours des problèmes. J'écoutais un podcast avec de Mike Prada avec Ben Dossett, qui est un peu le spécialiste du jazz aux États-Unis, un des spécialistes du jazz aux États-Unis. Souvent, la faiblesse de cet effectif du jazz, on la met sur son incapacité. En gros, ils ont pas d'ailier pour stopper les Brown, Kawhi, Paul George, etc. Et en fait, lui a dit quelque chose d'assez intéressant. C'est que selon lui, ça pouvait être fait par Royce O'Neal, qui est un joueur qui, les Américains disent plays bigger than in size. En gros, il joue pas comme un mec qui fait quoi 2-3, un truc comme ça. Ouais. Bref, à peine 2 mètres. Mais et il disait plutôt que selon lui, c'était en fait leur incapacité à défendre sur des arrières type Jamal Oui. Murray. Et honnêtement, j'ai essayé d'analyser les matchs du Jazz avec ce prisme-là. Je comprends ce qu'il dit, même si je reste terrifié à l'idée qu'ils jouent les Clippers, parce que pour moi, c'est leur kryptonite totale, les Clippers. Mais à voir. Après, il y a toujours des petits points, cet effectif du Jazz pour respirer plus. C'est la pire équipe de la NBA à l'ISO, et on sait que c'est quelque chose qui est totalement déterminant pour les Mm. playoffs. Et enfin, c'est de loin la pire équipe, c'est-à-dire qu'ils sont à 0,58 par possession. Pour les auditeurs, en gros, les meilleurs de la NBA font presque le double. Enfin, donc, ça vous dit vraiment qu'ils ont des grosses faiblesses à l'ISO. C'est un faible échantillon, mais c'est quelque chose de pas très surprenant. Donc, c'est une équipe solide, troisième à l'ouest, mais c'est juste que les deux devants sont des ogres à l'heure actuelle, selon moi. Oui, oui. Enfin, les deux devant ont l'air clairement plus forts et je pense que je ne donnerai pas cher de leur peau dans un meilleur des 7 matchs. Par contre, il y a un autre facteur que j'aime beaucoup. Bon, déjà, l'arrivée En fait, Ingles ne voit plus le starting five et j'ai l'impression que ça a beaucoup aidé Mike Conley à avoir ses ballons et à avoir son jeu. Et ça, c'est un truc où ils avaient du mal à se stabiliser parce qu'en fait, leur banc était trop faible. Donc, ils savaient pas trop comment balancer. Donc, ils essayaient d'un peu mixer leur rotation. Et du coup, Conley se retrouvait tout seul avec le banc. Mais ça correspondait pas à son jeu. Et il y a autre chose. Moi, je trouve que l'arrivée de Derrick Favors, c'est une signature qui leur a fait du bien, le retour de Favors.
parce que tu te retrouves en fait avec un Rudy Gobert au moins bien. Mais en fait, ils en ont trop besoin parce que dès lors que Rudy Gobert sortait du terrain, il y avait, en fait, il jouait plus pareil en Mm. défense. Et c'était plus du tout ce dont ils avaient, enfin, ce qu'ils pouvaient faire. Donc, Favors a des désavantages, hein, c'est un moins bon défenseur. Offensivement, ses écrans, c'est pas les mêmes, hein. Ceux de Rudy Gobert sont assez incroyables. Mais, euh, au moins, ils ont un espèce d'équivalent. Alors que quand tu sortais Gobert, tu faisais rentrer Tony Bradley, moi, je changeais de match. Oui, Franchement, voir ça, c'est, c'était c'était compliqué. affreux. Et franchement, ça aussi, c'est une très bonne chose pour cet effectif. Donc, pour répondre aux deux questions, oui, le Jazz, c'est du sérieux et c'est vraiment, ils sont troisième, mais pour moi, il n'y a pas de débat à l'heure actuelle. C'est vraiment la troisième équipe à l'Ouest. Parce qu'on va y revenir, on a pas mal de questions sur ça. Il y a beaucoup d'équipes à l'Ouest qui déçoivent, où il y a un peu Mm. il y a un peu des déceptions, où il y a des choses qui ne marchent pas, à voir ce qui peut être mis sur le compte de la saison un peu particulière qu'on vit. Ça aussi, on va en parler. Deuxième question, une question de KB 92300, je vais dire ça comme un code postal. La plus grosse surprise du début de saison, Cleveland dans le top 8 ou Miami 13e? Et Julien Deck, qui nous avait posé une question, nous demande Miami, c'est quoi le problème? Donc, première partie de la question, c'est quoi qui te surprend plus? Cleveland top 8 ou Miami 13e? C'est compliqué, mais en fait, face à ça, disons que si on m'avait aligné, si on m'avait dit que Miami serait à cette position-là, j'aurais eu beaucoup de doutes. D'un autre côté, moi j'ai re-regardé mes prédictions d'avant-saison, je les mettais pas avant avec l'avantage du terrain. Donc déjà, j'avais des petits doutes. Et là, leur effectif, enfin, Jimmy Butler a joué 7 matchs. Enfin, par exemple, faut, C'est tout va chaud. bien. Ouais. Alors, du coup, j'ai regardé les matchs avec Jimmy Butler. Ils font 4-3. Ce qui déjà donne une certaine perspective de ce qu'ils ont fait sans lui. Où c'est une catastrophe. C'est... Donc voilà, Mm. ils ont des absents. C'est compliqué. Moi, Cleveland est plus surprenant au vu des circonstances. Alors, ils ont des circonstances favorables, mais je les voyais pas quand même gagner certains matchs, notamment celui face aux Nets, où tu te dis, waouh, ils arrivent à gagner ça, ok, pas mal. Ouais, par rapport à Miami, moi j'avais noté une stat, je trouve assez incroyable. Avant le match de Sacramento qui s'est joué ce week-end, Mm. Butler, Olenek, Adebayo, Robinson, Hero, ils avaient joué 41 minutes ensemble. On a joué 20 matchs, quoi. Alors là, Ouais. depuis hier, ils avaient 4 matchs, 41 minutes. Enfin, c'est incroyable. Depuis, ils sont à 5,57, mais il y a trop de blessures. Ils ont un calendrier pas super simple. Ils ont joué 2 fois Philly qui joue très bien. Ils ont joué 2 fois les Nets. Ils ont joué les Clippers, les Nuggets. Et c'est, Milwaukee, deux fois, ouais, Dallas. ils ont pas eu un calendrier trop simple, donc je m'inquiète pas, ils vont remonter. Il y a très peu d'écart, hein. Le fait de cette saison, c'est selon moi une des plus grosses conclusions pour l'instant, c'est que tu fais une série de 5 matchs, t'as l'avantage du terrain. Et je parle à l'ouest comme à l'est, hein. Par rapport à Cleveland, ouais, surprenant. Après, Cleveland, pour moi, c'est un cas d'école de la difficulté de faire des conclusions sur un début de saison parce qu'il y a beaucoup de variances. Cleveland a eu de la chance d'avoir euh, des adversaires déjà assez accessibles pour le début de la saison. Ils ont eu la chance de voir leurs adversaires mal shooter. Alors il y a un potentiel défensif, hein, mais je crois pas que c'est la meilleure défense comme ils l'ont été pendant les 3 premières semaines. Et ça se voit très clairement parce que depuis, allez, la mi-janvier, le 10 janvier en gros, c'est la 24e défense NBA. Alors, autant il y a des choses, je pense à Cleveland, super intéressantes. Okoro, je l'avais dit dans nos épisodes draft avec Alan et Julien, euh, j'adore ce joueur, ce qui me fait peur parce que je jinx toujours les joueurs. Mais Okoro, Allen, en fait, je vois ce qu'ils veulent faire. Problème de Cleveland, c'est pour moi, pourquoi ils tiendront jamais. Offensivement, ils mettent trop de pression sur leur backcourt, en fait. Leur backcourt Oui. doit enquiller les points. Et pour des jeunes joueurs comme Sexton et Garland, je pense pas que ça soit, je pense pas que ça soit sain à l'heure actuelle. Je faisais la blague souvent en disant Colin Sexton au Cavs, il dort avec le ballon, mais en fait c'est un choix. Je vois que c'est un choix. Non, mais vraiment, au début, moi je me moquais, je me disais, vas-y, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, le gars, il vient, il débarque, il y a des joueurs beaucoup plus expérimentés, lâche ta balle. Mais en fait, non, c'est un choix de coach. Et je peux pas lui reprocher. Mais d'un autre côté, je pense il y a mieux à faire parfois et des fois ça part sans palais et c'est pas idéal. Néanmoins,
l'équipe tourne bien mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. On les donnait candidats à la loterie. On avait une question lors de notre fête entrée l'accusé spécial NBA sur C'est vrai. est-ce qu'ils peuvent éviter un top pick. Voilà, ils sont bien meilleurs que ça. Donc ça reste plus surprenant que Miami soit dans cette position. Vu les blessures, ça ne m'étonne beaucoup moins que Cleveland. Ils sont sérieux en fait. On va y revenir Oui, là-dessus. C'est un peu un trait commun de certaines équipes qu'on annonçait en bas. Ils ouais, sont sérieux. Ok. tout à fait. Eh bien, on prend du temps, Madiane. Là, je me dis, je vois nos vingtaines de questions. Je me dis, on est à 4, on est dans la sauce. Alors, on va continuer. Alors, salut l'équipe. Selon vous, quelle est l'équipe la plus surprenante? Quelle surprise du début de saison peut être amenée à perdurer sur l'intégralité de la saison? C'est une question de Pierre Grand Girard. Je suis toujours désolé, j'y arrive pas à lire les pseudos. Madiane, surprise de la saison qui va durer, selon toi? Devine qui je vais annoncer. Les Knicks. Ah non, c'était trop simple. Les Spurs. Ah, oh, oula. Les Spurs Oh. sont devenus fun à regarder jouer. Les Spurs jouent bien. Enfin, enfin, moi, je voyais une annus horribilis pour les Spurs. Je me dis, vas-y, ils vont rien faire cette saison. Pop, il va partir sur ça. Ça va être immonde. Et puis voilà. Pour moi, c'était fini. Et en fait, par quoi? Parce que je m'étais dit, il va y avoir Aldridge qui va revenir et ils vont repartir comme avant avec leur jeu des années début d'année 2000 et ça va être dégueulasse comme d'hab. Avec DeRozan qui prend pas un tir à 3 points. Et moi, j'étais parti sur ça. Et non, en fait, ce qu'ils ont fait dans la bulle et que j'ai adoré dans la bulle, ils se sont dit. En fait, je pense qu'ils ont vu que c'était leur seule façon de gagner beaucoup plus de matchs parce que dans la bulle, ils ont gagné des matchs et ils en ont gagné pas mal. Ils auraient pu faire les playoffs si tous les autres, Portland notamment, n'avaient pas été aussi bons et si leur retard n'avait pas été aussi Ouais, c'est ça, ils conséquent. partaient de trop loin. Ils partaient de trop loin, mais ils ont fait une excellente bulle. Et ben là, ils arrivent et leur 5 de départ. Murray, Keldon Johnson, Walker, DeRozan, Aldridge. Franchement, voir ça, c'est enfin, j'ai l'impression qu'ils se sont mis au goût du jour. Et c'est sympa à regarder. Et un Keldon Johnson qui avait quasiment pas joué en fait avant la bulle, eh ben, il s'avère que c'est un très bon joueur. En tout cas, beaucoup plus que quand il est drafté, on se dit, ok, il draft ça, mais c'est quoi le projet? On le voit à peine, il passe son temps dans la G League. Et justement, en fait, ils se sont pas mal servis de leur G League pour bien développer les jeunes qu'ils ont draftés. Il y avait un article qui était passé, alors je peux plus citer le média parce que j'ai essayé de retrouver l'article, je l'ai pas retrouvé, qui disait justement que les Spurs comptaient beaucoup sur leur G League pour aller développer les prospects qu'ils draftent et ensuite les intégrer petit à petit à l'équipe première et qu'en fait, du coup, pour eux, c'était important. Et qu'en fait, ça explique pourquoi, par exemple, un Keldon Johnson, on l'a pas vu pendant très longtemps et qu'on le voit seulement maintenant s'intégrer, et vraiment ce qu'il apporte c'est excellent. Donc vraiment, moi je dis, les Spurs, c'est très agréable à avoir joué, et je pense que c'est une tendance qui va rester, parce que je trouve qu'ils n'ont pas non plus que des matchs simples, et ils s'en sortent bien. Ouais. Alors, j'avais pas les Spurs. Moi, en fait, je faisais un cercle. Je finissais le cercle avec Utah parce que pour moi, c'est quand même une surprise de les voir Mm. avec le meilleur Ah bilan de oui. la ligue. Et enfin, ils ont adapté un style analytique. Je vois pas, il y a pas de raison, ça va pas changer. Enfin, peut-être, je sais pas s'ils vont shooter toute la saison à 41, 42%. Ça, c'est compliqué. Mais je pense que leur style leur style pourrait leur poser des problèmes en playoff, mais pas maintenant. Pour revenir aux Spurs, ouais, je suis assez d'accord. Moi, ce qui me pose du coup ma question, c'est, tu faisais référence aux épisodes d'avant-saison. Je me demande du coup si Pop va vraiment partir, parce que pour moi, c'était une certitude que c'était la der des der. Ouais. Après, s'ils font les playoffs, peut-être qu'il peut se dire, ah, je pars sur une campagne de playoffs. On verra. Moi, ça me fait penser à analogie foot, à quand Ferguson part de Man U. En fait, Ferguson disait qu'il voulait partir de Man U en laissant une équipe propre, et il me semble que Ferguson part sur un titre et qu'il laisse l'équipe titrée et qu'il part sur ça. Et du coup, enfin, en tout cas, cette intention de laisser un truc propre avant de partir quand tu as été très longtemps au même endroit. Mm. Donc, je pense que s'ils font les playoffs cette saison, moi, je vois pas meilleur moment en fait pour partir et dire voilà, vous avez un truc carré. L'an dernier, c'était un peu fouillis sur la fin. Là, c'est carré, c'est propre, vous avez de quoi faire. Ouais, surtout que tu peux aussi espérer que enfin, le départ peut coïncider avec certaines fins de contrat. Enfin, ça peut être un Ouais. renouvellement générationnel, ouais. C'est assez, je souscris totalement à cette théorie. C'est vrai. Et c'est vrai, je souscris surtout à les Spurs deviennent fun à jouer. Et fun à voir jouer. Alors,
On sait, parfois on nous a dit, on est un peu anti-Spurs ici, c'est pas ça, c'est que c'était pas toujours l'équipe la plus intéressante à avoir joué. Et là, moi, ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à voir des matchs des Spurs. Donc, à voir. Contre Denver, j'ai avalé le match et j'ai fait, ouais, c'était trop cool. Vraiment, genre, c'était trop cool. Puis surtout, je pense qu'il faut revenir au discours qu'on avait il y a peut-être 18 mois. On se demandait, mais elle se retrouve où la nouvelle génération des Spurs? Et là, on la voit émerger. Donc ça, on la voit, exactement. C'est ça qui est le 5 de départ. Murray, Johnson, Walker, c'est que du neuf finalement. Ouais. Et DeRozan, Aldridge viennent rendre service. Aldridge va enfin est sous les panneaux et arrête d'être dos au panier. Est pas très bon quand même. On va être honnête, Aldridge est pas très bon. En fait, tu maximises pas ce qu'il peut t'apporter, mais en vrai, là où il pourrait t'apporter le plus, ça desservirait tellement le reste que c'est une mauvaise idée. Puis les historiques du podcast vont tomber de leur chaise. Jacob Poeltl est un joueur qui apporte certaines choses. Voilà. Il a un impact. Alors, ce qui veut rien dire. J'adore quand à la télé ils disent ce joueur-là, il a un impact. Ça veut strictement rien dire en fait, parce que l'impact peut être négatif. Alors, on va continuer. Alors celle-ci, Madiane, cette question-là. Celle-ci, elle est incroyable. Question de Tom ATW. Tom du French Knicks podcast, hein, le fan des Knicks dans la sphère Twitter NBA le plus exubérant, je dirais. Le plus hardcore. Scott Perry est-il le Dolan, référence donc au propriétaire des Knicks, des GM de la NBA, car il pige que dalle au basket, sûrement un espion envoyé par la NASA pour anéantir le futur des Knicks. Je vois nulle explication, sinon l'avis d'Alan sur Emmanuel Quickley. Alors, pour être transparent, Alan était censé être avec nous aujourd'hui. Il a eu un petit mal de tête au dernier moment. On le salue, on espère qu'il va mieux, qu'il a pris 2-3 ibuprofènes. Madiane, ça fait 3 jours que je suis sur cette question. Je grille la priorité. Vas-y. Je pense que tu as beaucoup plus de choses que moi là-dessus. En fait, pourquoi j'ai cité ce fan de Marseille au début? Tout est réfléchi, hein. Tout est réfléchi. Pourquoi j'ai parlé de Marseille? Pour moi, c'est la même chose, en fait. T'as que les fans des deux franchises et des deux clubs en question ont ce qu'ils méritent. J'ouvre ce nouvel épisode de la NBA appliqué à la science politique par Benjamin Raguet. Donc, on va prendre un truc. Vous voyez en ce moment, vous regardez les infos avec Covid, etc. Bref, tout le temps, on vous parle de modèles. Le modèle de tel pays, le modèle de tel pays, le modèle de tel pays. Et on vous dit toujours, il y a toujours ce commentateur d'éditorialiste qui vous dit c'est un modèle à appliquer, sans prendre en compte les caractéristiques du pays, politique, historique, culturel, ce que vous voulez. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand Tom du Fresh Knicks Podcast, je te vois dire à notre Pierre National qu'on salue, j'aimerais tellement que nos GM fassent comme à OKC, je me dis, où est la réflexion en reconstruction? C'est-à-dire que, prenons OKC. OKC, c'est quoi? Référence à notre podcast sur les petits et les gros marchés. C'est une équipe qui structurellement fait partie des 4-5 qui a un désavantage total. C'est une équipe qui historiquement a très très bien drafté, qui a potentiellement le meilleur GM de la ligue. Donc quand eux doivent reconstruire, qui passent par la draft, l'accumulation de jeunes joueurs, ça me paraît logique. Prenons les Knicks maintenant, qui n'ont pas re-signé pour un contrat de plusieurs années un joueur qu'ils ont drafté depuis Charlie Ward dans les années 90-2000, qui ne font pratiquement rien en développement de joueurs et qui ont pour eux par contre cette capacité à être attractifs, qu'ils n'utilisent très mal. Comment peut-on affirmer qu'il faut utiliser la même stratégie que Scott Perry fait un mauvais job en essayant d'avoir une équipe crédible? Moi, ce qui m'énerve dans cette question, plus largement, même si je l'ai un peu détourné de son sens originel, c'est qu'en fait, les Nets et les Clippers ont montré la voie. Quand tu es une équipe de New York ou Los Angeles, le chemin, tu peux prendre un raccourci. Tu construis une équipe crédible avec des role-players et ensuite, tu assainis les finances, tu montres un cadre stable aux superstars et elles vont être attirées. Enfin, tu as une telle capacité d'attraction qu'en fait, tu vas les attirer. Alors, les Knicks fans, et là où c'est différent de leur politique d'avant, c'est qu'en fait, quand tu fais ça, tu trades pas Porzingis 6 mois avant la free agency pour ouvrir un max slot. Tu fais pas ça. Tu gardes Porzingis et tu montres en fait que tu es dans une logique saine. Donc en fait, ce que fait Scott Perry, pour moi, c'est totalement logique. Les Knicks, s'ils restent comme ça, s'ils restent crédibles, avec des role-players, si ils arrivent, il va falloir du temps, parce que les Knicks ont vraiment fait des années
il y a eu des années cauchemardesques. En 2-3 ans, tu peux avoir une équipe crédible avec des jeunes joueurs et ensuite tu vas attirer la superstar. Donc moi en fait je comprends pas comment on peut essayer de calquer un modèle qui ne s'applique pas aux Knicks. Voilà, c'était mon cri du cœur, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Ça s'explique. Le modèle reconstruction par les jeunes joueurs ne s'applique pas à New York. Ça fait 25 ans qu'on l'a remarqué. Ça m'énerve. Tout à fait. Et du coup, c'est ce que j'allais compléter, c'est que les Knicks sont jusqu'à maintenant en train de faire le moins de conneries de leur histoire récente. J'étais pas fan de l'arrivée de Thibodeau. Force est de constater que les Knicks sont devenus sérieux à jouer. Qu'aller gagner face aux Knicks, c'est pas simple maintenant. Faut montrer un certain sérieux pour gagner. Que on a des joueurs qui s'épanouissent et que moi, par exemple, RJ Barrett qui m'avait pas mal déçu l'an dernier, bah là, il a un cadre, il a plus de responsabilités et on sent que même s'il y a du déchet et on s'en fout, ben il a de la place pour s'exprimer. Randall, je ne comprends même pas le niveau qu'il affiche. Je C'est trouve que sa transformation en tant que joueur, qui était un Ouais. espèce de joueur bully ball au début, qui rentrait dans la raquette et ce qu'il est devenu, c'est fascinant. Ah, C'est c'est vraiment. incroyable. Vraiment, moi, je me souviens du Randall des Lakers. Ah, que de chemin parcouru, c'est vraiment Mhm. bien. Et moi, je regarde, ben, Randall, l'an dernier, il a un contrat partiellement garanti qu'à 4 millions. C'est extrêmement intéressant. Et ils n'ont que 54 millions de contrats dans la masse salariale. Donc voilà, ils ont tout à faire. Faut être sérieux cette saison, pas trop bouger. Or, opportunité. Comme dit, si tu peux toujours te glisser, un peu comme quand Jarrett Allen, tu peux le récupérer, bah tu le prends. C'est Mhm. exactement ça. Faut être un peu là. Il y a une opportunité, il y a un gros trade, je m'insère dedans et je récupère des assets intéressants. Ça, faut faire. Ça, évidemment, c'est toujours un truc à faire. Mais faut pas bouger spécialement. Et moi, je pense qu'il faut pas non plus paniquer. Et c'est ce qui me fait peur, c'est ce que je disais, c'est que pour l'instant, ça va, et j'ai toujours l'impression que tu es en train de regarder un joueur de poker qui amasse des jetons et tu dis, tu fais pas all-in, tu gardes tes jetons, le tournoi est long, garde tes jetons. Et en fait, là, ce que je veux, c'est juste que les Knicks gardent leurs jetons le plus longtemps possible. S'ils arrivent cet été avec des joueurs sérieux, des joueurs développés, des assets et tout, ben là, on peut parler. Là, on parle de quelque chose. Mais vraiment, là, je ne vois pas source d'insatisfaction à ce que font les Knicks depuis un an et quelques. Honnêtement, moi, c'est un cri du cœur, mais ça fait longtemps qu'on en parle entre nous, mais j'en ai ras-le-bol des 14 franchises qui veulent jouer le premier pick, le first pick, en fait. Moi, honnêtement, j'en ai vraiment ras-le-bol. Et C'est-à-dire la que réforme là, de la draft, de toute façon, fait que pour moi, ça ne sert plus à rien. ça sert à rien en plus. Enfin, alors que, honnêtement, moi, ce qui me choque en plus, c'est que l'exemple a été montré, en fait, par l'équipe de la même ville. Les Nets ont montré, les Nets ont fait quoi? Les Nets étaient dans une situation en termes d'assets, rien du tout. Le désert, ils ont fait quoi? Ils ont pris des contrats toxiques, ils ont gardé une équipe toujours compétitive, ils ont formé des role players, et ensuite tu fais quoi? Soit tu les utilises pour ta bonne équipe, soit, de préférence, tu les échanges après. Il reste plus personne de ces Nets-là, hein, dans les Nets Mm. actuels. Mais les Nets, c'est un favori pour le titre. Chez les Clippers, il reste qui de cette l'épopée avec Doc Rivers, là où il y avait que des role-players? Il reste pas grand monde. Ce sont des favoris pour le titre également. Je comprends pas en fait. Ça a été prouvé, c'est ce qu'il faut faire. Repartir dans une reconstruction, c'est quoi? Et espérer avoir un top 5 de draft qui va prendre encore 4-5 ans pour avoir joué les playoffs quoi? Une ou deux fois en 15 ans? Je comprends pas en Non, fait. mais c'est pas, en fait, c'est pas utile. Et pour moi, cet été, il y a pas grand chose à faire, Mm. mais il y a du cap. Et ben, si t'as moyen de te glisser dans des trades pour récupérer des contrats toxiques, pourquoi pas? Si t'as moyen, en fait, par exemple, moi j'étais très déçu que les Knicks au moment où Chris Paul avait été jugé toxique par les gens, moi j'aurais pensé que c'était une valeur intéressante. En fait, quand t'as des joueurs forts, mais où leur valeur terrain est inférieure à leur valeur contrat, les récupérer c'est jamais inintéressant. Après, je pense un peu comme les Nets et les Clippers, il faut pas non plus tomber en prenant en devenant une casse auto, tu vois. Tu vois, Non, si non, tu, mais justement, quand je parle de Chris Paul, je parle pas de Cassetto. C'est ouais. un niveau terrain très bon, mais une valeur contrat trop forte. Mais c'est pas grave parce que tu as du cap et qu'est-ce que tu vas en faire? Je me demande si t'as pas vraiment intérêt à juste devenir une collection de joueurs moyens
que en fait certains candidats au titre vont pas s'arracher et que les équipes qui tentent vont juger être trop bons en fait. Les Clippers et les Nets, c'est ça. Hein. C'est ça en fait, parce que pour moi, encore une fois, on vous invite à, si vous l'avez pas fait, écouter ce podcast Petit Gros Marché parce que ça explique beaucoup de ce que je dis. Pour moi, les franchises de Los Angeles, New York et peut-être Miami sont parmi les seules qui ont un intérêt à rester moyennes parce qu'elles ont la possibilité d'activer tu vois le truc au péage là, tu vois, pour passer là pour passer plus rapidement, ouais, télépéage. C'est ça, eux ils peuvent passer, ils peuvent griller la file parce que sur une free agency, boum, ils attirent un mec. Et ce que doivent faire les Knicks qui n'ont pas fait en pariant sur les dernières free agency, c'est juste montrer d'être compétent en fait, ce qu'ils font à l'heure actuelle en étant, j'ai pas beaucoup parlé du terrain mais comme tu l'as dit, en étant en proposant, en jouant sérieusement et juste en étant sérieux en fait. Enfin voilà, faut tout simplement, tu as parlé de poker, je vais continuer connaître ton jeu en fait. Enfin, jouer, connaître tes cartes et jouer avec ton jeu. Enfin, pas. Moi, je comprends pas en fait. Surtout que c'est totalement paradoxal parce que les fans des Knicks sont les premiers à te parler, voilà, que c'est une franchise qui sort de l'ordinaire, même si je crois que c'est vrai hein, par certaines choses. Ne prends pas la route ordinaire alors. Prends la route que tu peux avoir et qui n'est pas celle des autres. Enfin voilà, c'était mon petit. Voilà, j'ai tout évacué. On peut continuer sur les autres questions. Alors, on a 3 questions à la suite de Julien. Alors, on en avait déjà fait d'autres. Alors, les bonnes affaires des agents libres. Alors, tu m'as dit que tu avais 2 réponses à cette question-là, toi, Madiane. Alors, pour moi, il y a 2 choses. C'est que, bon, une des très bonnes signatures, au vu de la production versus la valeur de récupération, moi je trouve que la signature de 3 ans de Christian Wood aux Rockets, c'est un très bon contrat. C'est un très bon contrat au vu de ce qu'il produit. Voilà. Donc, moi, ça me paraissait à valeur évidente. J'ai regardé un peu les contrats qui ont été signés. J'ai enfin trouvé une liste complète de tous les contrats signés cet été. J'ai été très heureux. J'ai épluché, j'ai regardé et bon, bah, performance prix, Christian Wood à date, c'est excellentissime, clairement. S'il y a encore 2 ans et demi là sous ce contrat à faire, il y a du potentiel. Le propriétaire sera content, il paiera pas cher et il aura un bon niveau plancher. C'est son rêve, Christian Wood, c'est trop le genre de mec. Exactement, mais il doit être tellement heureux. Et autre chose, moi je repars encore de nouveau sur Utah. Avoir réussi à re-signer Favors, me récupérer alors que tu l'avais tradé à la base et que du coup tu le récupères en agent libre pour récupérer finalement quelque chose qui était très important pour ton équipe et pour sa stabilité, avoir des minutes sans Gobert solide défensivement dans ta peinture, eh ben j'ai cherché, franchement ils font une très bonne affaire Utah, ils s'en sortent très très bien sur ce truc là et vraiment là-dessus bravo, belle signature. Donc pour moi il y a une espèce de valeur intrinsèque performance où il fait des stats Christian Wood et pour moi Favors au fit, un mec qui fit exactement. En fait, tu récupères le joueur que tu as laissé partir, certes, mais donc c'est facile de dire le fit, mais c'est vrai que le fit est incroyable pour l'équipe du Utah, donc c'est trop bien cette signature pour eux. Ouais, et d'ailleurs, à noter, Favors, l'agence, la garde loyauté, hein, le service secret de la loyauté, je les vois pas parler de Favors, alors qu'en fait, je trouve que si vous voulez, il y a très peu de preuves de loyauté peut-être en sport, mais alors là, j'en vois pas de plus belle parce que je pense qu'il a pris en dessous de ce qu'il pouvait espérer sur le marché pour revenir dans l'équipe qu'il avait changé quand même. Donc, faut quand même prendre conscience de ça. Bonnes affaires des agents libres. Alors moi, vous savez, j'aime jamais répondre aux questions simplement. Je vais dire Jeremy Grant parce qu'en fait, quand ils vont le trader dans 1 an et demi pour genre une équipe qui veut proche du titre, qui va leur envoyer 15 000 assets, ils vont se dire que c'est l'affaire du siècle. Jeremy Grant, il a pris de la valeur. Les équipes vont y voir un ailier qui peut mettre 20 pions, 20-25 par match, indépendamment du niveau de jeu des Pistons d'Ilias, qu'on salue. Et je pense que pour moi, c'est une des bonnes signatures parce que tu vas très vite la rentabiliser dans 1 an et demi. Genre, Mais on avait du mal à voir le projet derrière la signature. Et si c'était pas ça le projet de le rentabiliser. Parce que là, un 3, c'est déjà là, ils le feront jamais, hein. Mais là, ils le mettent sur le marché. Bon, c'est l'année Covid, c'est un peu particulier. Dans 1 an déjà, ils le rendent disponible. Leur téléphone sonne toutes les 3 secondes, hein.
franchement, enfin, à surveiller. À l'inverse, quelle franchise a signé la pire intersaison? Alors moi, je t'avoue, j'ai du mal avec cette question. On n'est que le 31 janvier, c'est tôt, c'est vraiment tôt, hein. Il y a une réponse facile où ça pourra ouvrir vers d'autres questions, mais au vu de ce qu'ils ont balancé dans un trade qui s'avère cataclysmique pour eux a posteriori, les Wizards, ils la regrettent un peu cette intersaison peut-être. Après, peut-être que moi, dans cette question, je comprends, il y a de l'intentionnalité en fait. Là, ils avaient le flingue sur la tempe, pour être honnête, les Wizards, quand ils se prennent la Ouais. demande de trade de Wall. Ouais, mais en fait, je pense sincèrement qu'ils pensaient être meilleurs que moins bons avec ce trade. Et en fait, c'est pour ça, c'est que moi, si tu me bazardes des joueurs meilleurs qu'un autre dans un trade, mais que tu me montres que ton intention c'est de reconstruire, je peux comprendre et je fais ouais bah ok, pas de souci, c'était pas ton objectif, c'est pas ce que tu voulais, etc. Il y a autour du trade d'Arden, il y a des équipes où ça a l'air particulier, mais non, leur politique sportive va dans cette certaine direction. Ok, ben fais ce que tu veux, Indiana Pacers. Mais ouais, il faut bien la citer l'équipe. Mais là, Washington pensait vraiment, je pense, être meilleur et tout le monde a analysé ça comme ça en disant on n'a pas vu John Wall depuis longtemps. Les Wizards seront meilleurs comme ça et c'est pas le cas et ce trade fait mal quand même quand tu le regardes. Ouais. Après, John Wall, c'est inespéré. C'est Ah oui. totalement inespéré en fait. Ah oui. Enfin, pour moi, c'est pour ça qu'il y a toujours deux types d'analyse. En fait, il y a celle où, oui, peut-être t'as été négatif. Je fais pas ça pour me défendre, hein, mais John Wall, c'est un doute légitime. Un mec qui a pas joué depuis 2 ans, qui base son jeu sur les qualités athlétiques, le voir revenir, c'était légitime d'en douter. Mais c'est vrai que vrai, a posteriori, peut-être Houston. Après, j'avoue, moi, j'ai du mal parce que par exemple, on a un peu cassé du sucre sur Charlotte. Charlotte, c'est bien maintenant. Mais si Mm. Hayward baisse de niveau très rapidement et que son contrat devient effectivement celui qu'on avait imaginé, ils vont direct entrer dans la course, en fait. C'est pour ça que je me méfie de ce qu'on a pu, de ce qu'on peut juger après quoi 6 semaines bientôt. On peut continuer. Alors celle-ci, toujours de Julien, celle-ci, elle est très longue. Dallas, quel projet autour de Doncic? Bah, moi, je vais résumer ça. Alors, très long, mais je vais la résumer. Je vais faire preuve de concision. Concision, peut-être. Tentative de langue française. Euh, il leur faut un deuxième porteur de balle. Porzingis doit arrêter de jouer comme un arrière. Il leur faut de la viande à l'intérieur. Pour moi, c'est le diagnostic du médecin Benjamin, c'est ça. Et ben je pense que oula pendant que Jamorant fait Pendant son que le chat interruption. de Madiane, faudrait être sur YouTube pour voir ça, décide de l'attaquer en direct. Exactement. Jamorant veut aller au panier. En tout cas, du coup, par rapport à Dallas, en fait, je pense qu'ils ont raté leur fenêtre qui était d'attirer, à mon avis, Giannis. Hmm. C'était ce qu'ils visaient. Et en fait, c'était une fenêtre où tu profitais du contrat ultra, ultra méga rentable de Luka Doncic qui sera payé 10 millions la saison prochaine et c'est scandaleux. Donc du coup, je pense qu'il misait sur ça. Moi, je suis pas fan d'avoir fait de Porzingis le gars à côté, surtout parce que c'était très intentionnel et il n'y avait rien qui te pressait spécialement à prendre Porzingis, un joueur extrêmement injury prone sur lequel perso je ne compte pas. Euh, C'est dur, ça. bah, est-ce que vraiment tu te dis que tu vas à la guerre avec Porzingis? En fait, tu ne sais pas s'il pourra prendre les armes avec toi lors de certains matchs. Et je pense sincèrement que contre les Clippers, au vu des gros soucis que nous ont montré ces Clippers, avec qu'un Porzingis là en permanence, l'histoire aurait peut-être pu être différente. Hmm. Alors il y a son expulsion lors du match 1 de mémoire, mais il y a 2-2 et Porzingis n'est pas là à 2-2. Et ça aurait pu changer des choses. Et le problème, c'est que quand tu as un joueur qui se blesse aussi souvent, ne pas savoir s'il sera là pour ce genre de match décisif, pour moi, ça l'exclut de la discussion d'un joueur autour duquel j'ai envie de construire, surtout que j'ai un prospect générationnel
actuellement dans mon effectif. Donc voilà. Moi, je pense qu'ils ont raté du coup la fenêtre 2021-2022. Maintenant, ils ont le contrat de Tim Hardaway qui se termine, le contrat de James Johnston qui se termine. Il Qui y a n'est une pas bon, option. James Johnson. Je glisse ça comme ça. Oui, oui, mais je pense que, en fait, de tout, la valeur de James Johnson, c'était d'avoir un contrat qui expirait cet été. Maintenant, Mm. la question, c'est est-ce que tu trades pour récupérer quelqu'un d'autre, ces contrats expirants qui peuvent avoir une certaine valeur pour récupérer quelqu'un? C'est-à-dire, tu récupères un contrat, tu donnes 2 contrats expirants, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire cette saison. Sinon, va falloir revoir tes priorités parce que tu ne pourras plus, à partir du moment où Doncic va commencer à compter dans tes cap holds et que tu vas le signer de toute façon au premier jour, au max du max du max, dès que c'est possible, bah, de toute façon, il va le signer à mon avis. À partir de là, ce sera terminé de pouvoir avoir 2 stars à côté de lui et du coup, faut revoir un peu tes schémas. Je pense que Porzingis était dans un schéma 2 stars plus Doncic et là, le schéma, c'est Doncic et une autre star, et ça va être difficile d'avoir 2 autres stars à ses côtés une fois que tu l'auras payé. Et à partir de là, il faut qu'il réfléchisse. Et au vu des free agency, etc. à venir, je vois plus cela venir peut-être via un trade. Je vois plus d'opportunités de trade, notamment cette année avec les contrats terminants, que en attendant les prochaines free agency. Je sais pas s'ils avaient vraiment réfléchi à Luka, Porzingis et quelqu'un d'autre. Je pense surtout que moi, en fait, j'avoue que Porzingis entre petit à petit dans le classement des joueurs les plus frustrants, je trouve, à avoir joué, c'est-à-dire il joue vraiment comme un arrière, en fait. Et pour moi, c'est ça le problème. Je pense qu'ils ont le Porzingis pour lequel ils ont investi. On précise d'ailleurs, pour une petite parenthèse pour revenir sur le cas des Knicks, les Knicks ont le premier choix, le premier tour des Mavericks cette année. Hein. Donc les Mavericks sont pas du tout intérêts à être mauvais cette année. Je pense qu'en fait, ils attendaient peut-être quelque chose d'autre parce que c'est un peu en train de devenir un joueur théorique, l'ami Kristaps Porzingis. Il passe son temps à l'extérieur. Ça, on le savait, c'était censé être une de ses forces. Mais pour un mec de 2,21, il est incapable de sanctionner son avantage de taille, en fait. Il poste jamais. Alors, je lui demande pas de jouer comme un pivot des années 90. Hein. Je lui demande juste de sanctionner par la taille. Il ne le fait pas. Dans la protection de cercle, protection du rebond, il est pas là. Enfin, moi, je le trouve extrêmement frustrant à avoir joué. Et là, en l'occurrence, non, c'est pas le joueur pour lequel ils ont drafté. C'est pour ça, en fait, pour moi, ils avaient déjà fait cette démarche-là de par un trade aller chercher quelqu'un. C'était Porzingis qui, sur le pari, tu te dis, c'est potentiellement un top 20 NBA que j'étais allé chercher pour pas grand-chose. Je le re-signe. Certes, il revenait de blessure, mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de frustration. Moi, je pense vraiment qu'ils ont besoin de viande à l'intérieur, que Porzingis doit un peu adapter son jeu. Et on voulait vous faire un podcast là-dessus, on le fera peut-être un jour. Tout mettre sur l'héliocentrisme, tout mettre sur un porteur de balle. Luka Doncic est un joueur extraordinaire, lumineux, immense. C'est pas du tout viable. C'est-à-dire qu'à la seconde où il sort, il n'y a personne pour créer du côté des Mavericks. Ça ne marche pas. Et surtout, le problème de l'héliocentrisme se reflète en fait souvent chez les coéquipiers. On peut voir très souvent que quand il y a peu de partage de balles dans ces équipes-là, la série par exemple de Houston de tir à 3 points manqués est liée au fait que Harden est ultra héliocentré dans cette équipe à ce moment-là de la série. Et qu'à partir du moment où t'es pas en rythme et qu'on te donne une balle pour tirer, bah t'es pas en rythme et que t'as pas vu la balle du match, c'est très compliqué. C'est pour ça par exemple qu'un Kevin Durant, moi je l'admire énormément, c'est que Kevin Durant il est capable de shooter sur la tête d'environ tout le monde en ISO, et pourtant il va avoir la réflexion de se dire je ne fais pas ça parce qu'il faut que tout le monde touche la balle à un moment dans cette équipe. Mmh. Totalement. Donc, faudra voir ça avec les Mavs. Mais oui, enfin, pour moi, ils sont peut-être allés trop loin dans ça. Honnêtement, c'est un casse-tête. Rien n'est facile de maximiser un jeune joueur aussi talentueux. Une anomalie historique, c'est extrêmement compliqué à faire. Ils ont tenté quelque chose à voir. Après, ils ont aussi des problèmes de blessures, de Covid. Enfin, c'est une saison compliquée pour Dallas, mais faudra peut-être adapter le projet. C'est une certitude. Et enfin, c'est la dernière question, je crois, de Julien, le joueur le plus sous-coté en 2021. Alors, je vais te donner des petites anti-sèches, Madiane, parce que j'ai trouvé un article de Dan Favallet, un journaliste, pardon, qui parfois écrit sur Bleacher Report, il a des podcasts, etc. Il a fait une liste qui date d'il y a 2-3 semaines. J'ai trouvé des noms assez intéressants. Il avait mis en joueur, alors lui, il n'avait pas parlé de underrated, but underappreciated. Donc,
sous-apprécié. Enfin, je sais pas comment, pas vraiment apprécié à sa juste Ok. valeur. Voilà. Alors, il avait mis du Richaun Holmes des Kings en premier, Colin Sexton Oh, en oui. 2, Cameron Johnson en 3, Terry Rozier en 4, Marcus Smart en 5. Je suis absolument pas d'accord avec Marcus Smart. Pour moi, c'est limite l'inverse. Ensuite, on a du Larry Nance, Miles Turner, Kyle Anderson, Kyle Lowry et DeMar DeRozan. Je t'avoue que j'aime plutôt bien Terry Rozier. Parce que pour une Mm. raison qui m'échappe, je regarde beaucoup trop les Hornets, comme un peu toute l'équipe des H, on regarde beaucoup trop les Hornets. Je trouve que Terry Rozier, on s'est un peu trop arrêté sur l'analyse. Ah, il a un contrat trop onéreux Oui. et c'est un mec ultra solide en fait, qui en plus je trouve est spectaculaire. Parce que souvent les mecs sous-cotés souvent c'est le cas, ils sont pas spectaculaires en fait. Et je trouve Terry Rozier aussi spectaculaire. Parfois un peu oui, après cette équipe, honnêtement, cette équipe de Hornets, c'est pour ça que c'est une expérience, c'est que d'un soir à un autre, tu sais pas ce qui va se passer en fait. C'est vraiment, c'est vraiment le grand 8. Mais j'aime plutôt bien ce côté Terry Rozier et Miles Turner parce qu'en fait, défensivement, c'est un monstre. Mais vu qu'il était surcoté avant, on est en train de sous-coter sa saison, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Non, j'aime bien cette liste et je suis un peu déçu de ne retrouver aucun de mes deux joueurs dans cette liste. Je suis allé un peu taper en fait des joueurs très très forts en ce début de saison, mais un peu pas dans nos radars. Et moi, il y en a un. Alors, c'est vrai il y a un autre gars à côté de lui sur le backcourt qui est très fort, mais McCollum, ce qu'il envoie en ce début de saison, Ouais. oh, Mm. Parce que oh, tu penses qu'il est c'est grave. sous-coté. Non, mais en fait, si je te dis, ouais, McCollum est très fort cette saison, ou si je te demande par exemple de me dire de tête quel stat il est en train d'envoyer, bah, je suis pas sûr que beaucoup de gens se rendent compte du délire parce qu'en fait, il est quasiment à 60% de true shooting. Et 60% de true shooting, c'est extrêmement sérieux. Et on se rend pas compte à quel point ce mec est fort offensivement par moment. Et il peut sortir des dingueries. Mais là, en fait, en ce début de saison, je le trouve très très fort. Je regarde pas souvent Portland, mais il est pas tout seul sur le backcourt. Et ce qu'il arrive à sortir, c'est assez dingue. Et moi, il y en a un autre, Alan. C'est dommage que tu ne sois pas là. Mais le début de saison de Jalen Brown, qui Ah est non, presque Diane, je pas peux pas. plus fort. Oui, on en parle beaucoup, certes, On en parle énormément, je mais trouve il quand est même. tellement. En fait, je l'avais observé l'an dernier pour l'épisode d'une émission qui est depuis décédée, et j'avais trouvé ses progrès extrêmement intéressants. Et là, je le regarde et j'ai dit, merde, putain, il a encore progressé le con. Et, et j'ai l'impression que si ça se trouve, on va se retrouver assez vite dans une config 1A, 1B aux Celtics, alors qu'avant, je t'aurais dit non, c'est Tatum. C'est l'équipe de Tatum, etc. Alors, on n'y est peut-être pas encore, mais ouah, c'est les paliers qui franchit au fur et à mesure. Je fais, mais sérieusement, je C'est m'y attends pas. Je pense que c'est peut-être notre définition. En fait, moi, pour moi, sous-côté, j'exclus tout mec qui est déjà niveau All-Star, en fait, ou proche de All-Star, parce que pour moi, c'est le syndrome Mike Conley. Tu peux pas être Ouais, sous-côté quand t'es si fort que ça. Et j'exclus tout mec qui est en fin de rotation. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai pas assez de données. Pour moi, en fait, un sous-côté, il faut que tu sois un remplaçant qui joue beaucoup, un titulaire pas très en vue. Et c'est pour ça que j'aime bien le Terry Rozier. Parce qu'en fait, mais je comprends que McCollum et Brown, peut-être, on en parle moins, même si encore une fois on vous renvoie à tout ce qu'on a dit auparavant, que sous-côté c'est souvent tu parles de quel oui, parti pris, enfin bref, mais Jalen Brown on a beaucoup parlé, McCollum aussi. oui, mais en fait, je pense qu'en fait, on se rend pas compte d'à quel point c'est incroyable. En fait, on te dit Jalen Brown et McCollum font des bons matchs, tu fais ah ok bah normal et en fait non c'est pas normal d'être aussi bon quand même. Il y a quand même il faut admirer des fois les performances qu'ils font. Je suis plus souvent sur Twitter, vraiment pas, je me purifie, mais je devrais compter, je pense que Jalen Brown c'est probablement le joueur dont j'ai un des joueurs dont j'ai le plus vu, Ouais, sur je lequel j'ai regarde vu plus trop. j'ai vu le plus de tweets cette année. Enfin, franchement, on parle beaucoup de lui. Enfin, bref. On va conclure aujourd'hui en parlant des meilleurs amis des Celtics de Jalen Brown. C'est les Sixers avec une question de Ilmatic. Pour vous, les 76ers sont-ils contenders en l'état? Quel trade feriez-vous pour avoir ce créateur dynamique sur demi-terrain? Alors, moi, ce qui s'est transformé dans ma réflexion autour cette question s'est transformé dans mon esprit en fait, c'est quoi un contender? Alors, il y a eu un débat, Oui, j'ai il y a eu vu. un mini débat sur la conversation du site. Pour moi,
on va abréger le débat, mais pour moi, c'est une équipe qui peut aller en finale, en fait. Enfin, c'est ça un contender. Et autant à l'Ouest, je trouve ça très, très clair. En fait, il y en a deux. Enfin, pour tout le respect qu'on a avec Utah, il y en a deux. À l'Est, je galère encore à identifier qui est contender, en fait. J'en vois 3,5 à l'Est, mais... Laisse-moi deviner. Tu mets Nets, Sixers, tu mets Bucks et une moitié de Celtics? Ouais. Tu vois, rien que les Celtics, pour moi, ils sont... C'est une moitié. C'est pour ça que c'est une moitié. Ils sont pas encore sortis de la liste, mais ils commencent petit à petit dans ma tête à sortir de la liste. Notamment... les Bucks, pour toi, concrètement, ils peuvent vraiment aller en finale NBA. Et les Bucks, je pense que ça se complique et je pense qu'ils vont se mordre les doigts de certaines fenêtres qu'ils auraient. Enfin, je sais plus, c'est Celtics à la limite qui ont laissé passer des fenêtres d'aller vraiment en finale, mais c'est pas des fenêtres, c'est des vérandas qu'ils ont laissé passer. Enfin, ouais. Non, mais oui. L'an dernier, la bulle, ils vont la regretter. Hein. Enfin, ils sont pas moins bons que Miami, ils vont la regretter cette bulle. Mais j'ai l'impression que cette année, les Sixers sont vraiment dedans et Embiid est à un niveau MVP vraiment sur ce début de saison. Et je trouve que quand je dis Embiid me frustrait beaucoup. Et là, j'ai l'impression de voir le gars un peu sérieux. Enfin, il a arrêté de déconner et de faire le mariole et il a dit ok, c'est bon, c'est parti. L'équipe est sérieuse. Doc Rivers, c'est un coach référencé. Je trouve qu'ils ont stabilisé leur effectif. Et justement, pourquoi faire un trade? Quel est l'intérêt en fait? En fait, on le dit tout le temps, ils sont pas patients. Ils ont bougé en 2020, en 2019, et c'est bon là, calmos. Là justement, on voit ce que ça donne. Ils sont premiers à l'est, ça tourne bien. Je trouve qu'ils ont résolu de manière assez satisfaisante et assez inespérée leurs problèmes au tir, où ça manquait vraiment de tir extérieur l'an dernier. Eh ben, je trouve que ce défaut commence à se gommer de manière plutôt satisfaisante. Au vu du peu de marge qu'ils avaient, passé de cet état qui était délétère l'an dernier à ce nouvel état qui est très satisfaisant, je trouve ça très bien. Eh ben on bouge pas, on attend de voir ce qui se passe. Et en fait, les fans des Sixers sont impatients. Et moi je pense que le premier all-in, déjà à l'époque, ne se justifiait pas et il était trop tôt. Ils ont grillé trop d'assets. Trop d'assets. Ils avaient vraiment beaucoup. Borderline top 10 NBA, enfin un top 10 NBA selon les années qui est disponible. Non, je parle pas de Butler. Ah, Harris. Je parle de Harris et de Harris, ils l'ont payé cher pour ce que c'est. Et Horford, pareil, quelle signature pourrie. Alors Butler leur passe Butler leur file entre les doigts et c'est très dommage. Mais Butler, je comprends, et ils sont un shoot de Kawhi d'y aller cette année-là. Et ils sont pas moins bons que les Raptors, je le redis encore une fois et je le répéterai autant de fois qu'il le faut. Ils ne sont pas moins bons que les Raptors et je pense que si le shoot de Kawhi passe pas et que c'est eux qui gagnent ou si ils font pas la connerie qu'ils font au Game 4, c'est eux qui ont la bague. Je le pense sincèrement. Donc, en fait, il y a quand même des choses. En fait, tu t'es pas aussi demandé en lisant la question pour qui? Enfin... Je pense que tout le monde pense à Bill. En fait, je pense que j'ai lu. En fait, à chaque fois que je lis une question à ce sujet, je vois que le fantasme de Bradley Beal est parce que maintenant que tous les autres se sont fait trader, qu'il n'y a plus Harden et je me demande à quel point ils étaient dans la course pour Harden ou pas. Finalement, bah, il y a que Bill en fait. Et est-ce que ça vaut le coup? Non, Lavigne, c'est... Ah, je ne défends pas, je m'inspire de ce que je peux lire. En gros, oui, mais franchement, c'est pas intéressant. En fait, je pense que la stabilité vaut plus que le potentiel et la potentielle élévation de plafond que tu auras en tradant pour un de ces joueurs. Donc pour moi, il faut rester pareil et ça sert à rien de se presser. Et à la limite, si tu as des liftings à porter sur ton effectif, tu as toute la fin de la saison pour te les reposer. Mais surtout pas maintenant. Si tu réfléchis en termes tout simplement limite de banquier, la valeur ou de
plutôt de trader. La valeur de Ben Simmons, elle a jamais été aussi basse, et Oui. celle de Bill a jamais été aussi presque haute. C'est le pire moment pour l'attirer, en fait. Parce qu'on sait clairement qu'ils veulent se débarrasser de Ben Simmons. Enfin, du côté des Sixers fans, ça a l'air très clair. Si c'est Bill, pour moi, le coût va être trop important, astronomique. Lavin, free agent en 2022, et je pense pas, tu vois, basket fiction, t'échanges, tu rajoutes Lavin, et disons même que t'arrives, ce qui pour moi est totalement impossible, t'arrives à conserver quand même Ben Simmons. Je suis pas sûr que tu Oui, t'élèves mais t'as balancé Harris alors. Ouais, et je suis pas sûr que tu t'élèves au-dessus des Nets, en Non. fait, en faisant Et je ça. suis pas sûr. Harris, je trouve que il a des limites. C'est un joueur qui devient crédible, disons en deux et demi, troisième option, ok. Mais je trouve que sa saison est bonne, hein. Enfin, Mais j'ai pas en grand-chose à lui fait, reprocher. Pourquoi le bazarder pour un truc assez hypothétique? on en revient à la même chose, ils sont pas très patients, en fait. Enfin, c'est ça. Et c'est aussi, je pense, et on va boucler la boucle, on va conclure cette première partie comme ça, parce on était censé faire des 40 minutes, on fait des grands 1 heure. C'est aussi, selon moi aussi, ça prouve que quand tu pars dans un long processus de reconstruction, une fois que tu as mis ce coup d'accélérateur, la fanbase devient, je vais pas dire hystérique, ça va mal être pris, mais la fanbase devient extrêmement impatiente. Elle ne va plus attendre. Elle a été frustrée pendant des années, et la frustration des fans des Sixers était la plus profonde, je pense, parce que même s'il y a eu tout un délire autour de ces années Saminki, maintenant, en fait, ils veulent constamment y aller, alors qu'ils ont une place, ils peuvent aller en finale de conf, je pense. Enfin, c'est loin d'être déconnant. En fait, Voilà. la façon dont ça a été vendu aux fans, et même avec Trust the Process, Embiid qui s'est surnommé The Process, ce genre de choses, en fait, a peut-être un peu desservi. En plus, le départ de Saminki bouté dehors un peu de manière bizarre, on va dire. Disons que L'interventionnisme, la voilà, main di- transparente. disons que la main invisible d'Adam Smith s'appelait celle d'Adam Silver. Mais, Ouais, c'est mais invisible. la main invisible de Smith, c'était plutôt celle de Silver. Et du coup, il y a eu une façon de vendre le projet qui, du coup, disait, ah bah c'est bon, maintenant on a le process qui est fini, allez c'est parti, on balance tous les assets et on fait all-in. Mais ils ont fait all-in 3 saisons de suite. Là, je pense qu'il faut se calmer. Ouais. On va calmez-vous. Ça va être ça va être notre grande conclusion. Calmez-vous. Puis honnêtement, je crime de lèse-majesté. Bradley Beal te fait pas passer les Nets en fait. Enfin, en gros, si on a une vision encore plus stricte du contender comme équipe qui peut aller gagner le titre, cette année il y en a 3. Je vois pas ce que peuvent faire en l'état de crédible, hein. C'est-à-dire je parle pas d'attirer. Je parle pas de ramener Giannis. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire de crédible qui peut les mettre dans ce groupe-là. Donc voilà, un peu de patience. Bien du coup, Madiane, c'est comme ça qu'on va conclure cette première partie. Si vous avez posé une question qu'elle n'a pas encore été décortiquée, vous inquiétez pas, ça reviendra en deuxième partie. D'ici là, une deuxième partie qui sera publiée dans la semaine, hein. D'ici là, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter, sur YouTube aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube et allez sur YouTube surtout si vous voulez voir le chat qui s'appelle Jamoran. Vous l'aurez remarqué. C'est son surnom. C'est son surnom. Nous, on se retrouve, je l'ai dit, dans quelques jours pour cette deuxième partie de la FAQ. Après un quart de la saison, on vous souhaite une très bonne semaine et à très vite. Salut! Salut!